Armand Legleu, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Les conservateurs qui remportent les législatives en Allemagne. Mais le scrutin est marqué par une percée historique de l'extrême droite qui arrive en seconde position. Le futur chancelier Merz parviendra-t-il à former un gouvernement? Sa victoire est-elle une bonne nouvelle pour la France et l'Union européenne? Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec lui hier, les dit déterminé à travailler à une Europe forte et souveraine. Vous nous direz ce que vous en pensez, vous qui connaissez évidemment très bien ce pays. On voit ça ensemble dans quelques instants. D'abord, on regarde les repères de l'actualité de ce lundi 24 février. Et il y a 3 ans, jour pour jour, la Russie attaquait donc l'Ukraine. 13 pays se retrouvent aujourd'hui à Kiev pour réaffirmer leur soutien aux Ukrainiens au moment où le revirement des États-Unis de Donald Trump suscite de l'inquiétude. Emmanuel Macron se rend à Washington pour rencontrer le président américain Adrien Pin. Adrien Pin, on verra le sujet dans quelques instants. On l'a tout de suite. Allez, on le regarde ensemble. La guerre en Ukraine est sur le point d'entrer dans sa 4e année. Et pour le ministre des Armées, les investissements militaires sont encore loin d'être suffisants. Pour le ministre des Affaires étrangères, il faut monter en puissance. Le 20 mars, nous organisons à Bercy un événement sur les finances de guerre dont l'objectif est de réunir investisseurs privés et entreprises de défense pour financer notre réarmement. Alors que l'Assemblée générale de l'ONU se réunit ce lundi, il faut donner à l'Ukraine les gages d'une paix durable. Seuls les Ukrainiens peuvent décider de déposer les armes. Et ils ne déposeront les armes 3 ans après s'être battus héroïquement contre l'envahisseur que s'ils ont la garantie que cette fois-ci ça ne recommencera pas. Un 3e anniversaire du conflit dans un contexte de rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Samedi encore, Donald Trump a dit qu'il souhaitait récupérer le montant de l'aide depuis le début de la guerre. Le président de l'Ukraine attend des garanties de sécurité de sa part. Les Américains nous parlent d'un accord. Vous voyez, nous avançons, tout va bien. Mais quelles seraient les conséquences majeures d'un manque d'aide américaine? Imaginez qu'elle soit réduite de 20%. Tirez-en vos propres conclusions. Nous espérons que l'aide ne cessera pas. Les États-Unis veulent soumettre un texte aujourd'hui à l'ONU. Ils demandent une fin rapide du conflit dans les plus brefs délais, mais sans référence à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La question se pose maintenant de savoir si la France serait prête à utiliser son veto face à ce texte. Un rassemblement aura lieu ce soir à Mulhouse, 48 heures après l'attaque terroriste qui a fait un mort et 7 blessés. Bruno Retailleau et le Rassemblement national veulent durcir le ton avec l'Algérie. Jérôme Rabier. Le profil du suspect de l'attaque de Mulhouse, algérien condamné pour apologie de terrorisme et interdit de territoire, relance la guerre diplomatique entre Paris et Alger. Pour Bruno Retailleau, la dizaine de refus de son pays d'origine de reprendre son ressortissant est inacceptable. Dès samedi soir, il a prôné le bras de fer. Moi, je suis pour ce rapport de force, parce que je vois bien qu'on a des individus dangereux qui devraient être en Algérie et qui sont sur le sol français. Des mots déjà entendus dans la bouche du ministre de l'Intérieur, mais ce n'est pas lui qui a la main sur la politique diplomatique, ce qui en fait une cible pour le Rassemblement national. En visite au Salon de l'Agriculture, Jordan Bardella a pointé l'absence de résultats de Bruno Retailleau. Que le ministre de l'Intérieur, qui est chargé de la sécurité des Français, doit maintenant agir ou partir. Dans le quart d'heure, aucun visa français ne devrait être délivré à l'Algérie. On devrait immédiatement suspendre les aides financières qui sont données, l'aide au développement qui est donnée à l'Algérie. Des mesures de rétorsion fortes réclamées par le Rassemblement national, mais qui ne peuvent être mises en place en quelques jours pour la porte-parole du gouvernement. Et le RN peut-être a peur de Bruno Retailleau, on va dire ça plutôt comme ça, parce que Bruno Retailleau prend des sujets qui sont des sujets sur lesquels il prospère depuis très très longtemps, essaye de trouver des solutions qui sont des solutions républicaines, démocratiques. Fiché pour radicalisation, le suspect avait aussi un profil schizophrène selon le ministre de l'Intérieur, qui a salué l'intervention rapide des policiers municipaux au péril de leur vie puisque 2 d'entre eux ont été poignardés, comme la victime de l'attaque, un ressortissant portugais de 69 ans. Il était l'homme le plus recherché de France. Après son arrestation samedi en Roumanie, Mohamed Amra a été présenté à un juge à Bucarest. Il a accepté sa remise aux autorités françaises. Il ne reconnaît pas les faits commis mais souhaite respecter la décision des autorités françaises qui veulent le juger, a déclaré son avocate.
Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes samedi avec la visite d'Emmanuel Macron qui s'est déroulée dans le calme. Et on va aller, porte de Versailles, au cœur de ce salon, rejoindre Steve Jourdain. Bonjour Steve, vous êtes avec nous évidemment tout au long de cette émission. Bonjour Oriane. À côté de Vache Limousine, Steve, après Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui au tour de François Bayrou de fouler les allées du salon. Oui, après je vous montrerai Houppette, la véritable star de ce salon 2025. Et effectivement, d'ici quelques minutes, une déambulation du Premier ministre est attendue ici au salon. Premier ministre qui est extrêmement attendu. Lui, le fils d'agriculteur, lui, l'amoureux des bêtes, lui, le passionné de courses hippiques. Ce qu'on nous dit dans l'entourage de François Bayrou, eh bien, c'est qu'il est très enthousiaste à l'idée de revenir ici au salon de l'agriculture, d'aller au contact de cette profession en souffrance. Deux sujets majeurs sont évidemment sur la table, la question du revenu des agriculteurs et puis le sujet de cet accord signé avec les pays du Mercosur. Et François Bayrou, on sans doute va aussi effectuer une sorte de service après-vente de cette loi adoptée par le Parlement la semaine dernière, la loi d'orientation agricole qui érige notamment l'agriculture au rang d'intérêt général majeur de la nation. Un an après le mouvement de colère des agriculteurs, est-ce que tout va pour le mieux? Non, évidemment. Et les agriculteurs auront à cœur de le dire au Premier ministre, d'autant plus que nous sommes dans la dernière ligne droite des négociations commerciales entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Des messages seront sans doute passés au Premier ministre qui a un grand rendez-vous très sérieux, peut-être plus sérieux que tout le reste avant de commencer. C'est le rendez-vous évidemment avec la star de ce salon, avec Houppette, 6 ans, race limousine, qui vient tout juste de sortir de la douche et qui attend maintenant le Premier ministre François Bayrou. Oriane. Ouais, vous attend aussi Houppette, Steve. On vous retrouve avec elle dans une quarantaine de minutes. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ronan Le Gleut, on va commencer en regardant les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3, on va les regarder ensemble. D'abord, la une de l'Alsace, on l'a vu dans le journal, c'est Mulhouse. Mulhouse, le choc et les questions. Après l'attaque au couteau, la ville pleure sa victime et salue le courage des policiers municipaux. L'heure est au recueillement, mais aussi aux questions face à l'inquiétant profil du suspect sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. La deuxième une, c'est celle de Sud-Ouest et le procès Le Squarnec, le procès de l'horreur. Aujourd'hui, il s'ouvre ce procès de la plus grande affaire de pédocriminalité jugée en France. Joël Le Squarnec, chirurgien accusé de près de 300 viols et abus sexuels sur des enfants. Et puis la dernière une, c'est celle de Corse Matin, harcèlement scolaire, un fléau à combattre. Depuis septembre, 36 nouveaux cas de harcèlement scolaire ont été détectés dans les établissements scolaires de Lille et ont trouvé une solution. Quelle une choisissez-vous? L'Alsace, Mulhouse, le choc et les questions. On imagine évidemment, comme tous les Français, que vous avez été choqués par cette nouvelle attaque terroriste islamiste, alors qui pose des questions, notamment posées par Bruno Retailleau. Il affirme que le principal suspect, un Algérien, est rentré en France de manière illégale et que par 10 fois, l'Algérie a refusé de le reprendre. Est-ce qu'il faut en tirer les conséquences et durcir nos relations avec l'Algérie ? Oui, il faut. On a été très gentil avec l'Algérie. On a tenté d'être conciliant et d'obtenir des résultats par ce biais. En réalité, tout ça n'a pas abouti. Effectivement, comme l'a rappelé très justement le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, à 10 reprises, les services du ministère de l'Intérieur ont demandé au consulat algérien de pouvoir effectivement que ce ressortissant algérien rentre dans son propre pays. Et donc, à partir du moment où l'Algérie refuse, il est temps de changer d'attitude diplomatique, d'avoir une attitude effectivement qui est celle du bras de fer, du rapport de force. La France dispose d'un certain nombre de leviers. Évidemment, la question des visas. La question... Il faut les suspendre, il faut les arrêter. C'est ce que demande Jordan Bardella, notamment. En tout cas, il faut mettre sur la table la question des visas et que la question des visas soit directement dépendante des OQTF, les obligations à quitter le territoire, et que l'Algérie reprenne ses ressortissants qui sont un danger pour la France. Et c'était le cas en l'espèce à Mulhouse. Il y a évidemment les questions relatives à l'aide publique au développement. Il y a des négociations... Mais là, on fait quoi, pardon, la coupe? Non, là encore, des négociations, cela demande de tout mettre sur la table et d'expliquer au gouvernement algérien que dès lors qu'il refuse de reprendre des ressortissants qui sont un danger pour notre territoire, comme ça a été le cas à Mulhouse, eh bien, on négocie
et on durcit le ton. Et je crois que le ministre de l'Intérieur a parfaitement identifié les pistes diplomatiques dans cette relation nouvelle à bâtir, et notamment la révision des accords de 1968. Alors ce sera un débat au Sénat dès la reprise des travaux parlementaires le mardi 4 mars. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à suspendre, à revoir cet accord de 68 ? Bien sûr, c'est une condition indispensable pour rétablir de nouvelles relations avec l'Algérie, qui refuse de reprendre ses OQTF. Et par conséquent, oui, il va falloir revoir très profondément les accords de 1968. C'est une nécessité. L'actualité d'hier marquée par ce qui s'est passé en Allemagne. Les Allemands qui étaient appelés aux urnes pour des législatives. Les conservateurs remportent le scrutin, mais un scrutin qui a été marqué par une très forte poussée de l'extrême droite. On voit ça avec Yann Effelet. Bonjour Yann. Bonjour Oriane, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Et Yann, les Allemands ont donc élu leurs députés hier et ce sont les conservateurs qui ont remporté cette élection. Oui, ils sont en tête, mais pas vainqueurs. 28,5% pour les chrétiens démocrates de la CDU-CSU. En deuxième position, et c'est l'information principale de ce scrutin, la poussée spectaculaire de l'extrême droite. L'AfD double son score, 20% des voix. Le parti du chancelier au pouvoir jusque-là, Olaf Scholz, le SPD, les sociodémocrates enregistrent le pire score depuis l'après-guerre, c'est-à-dire 16%. Mais le résultat des conservateurs ne leur permet pas de gouverner tout seuls. Friedrich Merz se met en recherche d'une coalition. Le pays sait faire, ils en ont l'habitude. Et il veut que ça aille vite, écoutez. Maintenant, nous allons nous parler et il s'agit avant tout de rétablir aussi vite que possible un gouvernement capable d'agir en Allemagne avec une bonne majorité parlementaire. Car, mes chers amis, le monde extérieur ne nous attend pas et il n'attend pas non plus de longues négociations de coalition. Alors, que peut-il faire ? Une chose est claire, il ne s'alliera pas avec l'extrême droite de l'AfD, malgré leurs appels du pied, écoutez. Je dois dire une chose, notre main sera toujours tendue pour participer à un gouvernement et remplir la volonté du peuple, la volonté de l'Allemagne. Nous sommes prêts à participer au gouvernement. Alors, son allié naturel à la CDU-CSU, les libéraux du FDP, se sont effondrés. Ils n'ont pas dépassé le seuil des 5% pour avoir des députés. Alors, il compte se tourner, Friedrich Merz, vers la gauche du SPD. Les deux partis disposent ensemble d'une courte majorité de députés. Cette solution a l'avantage de lui éviter de chercher un troisième allié pour une coalition, avec le risque d'un gouvernement par définition plus instable. Monsieur le sénateur, un retour au pouvoir des conservateurs avec une gauche affaiblie en alliés. Est-ce que vous y voyez le présage d'une Allemagne puissante ? En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Je me réjouis de la victoire de Friedrich Merz et de la CDU-CSU, qui sont les alliés des Républicains au Parlement européen, au sein du Parti populaire européen. Friedrich Merz, durant toute sa campagne, a notamment rappelé combien il reprochait à Olaf Scholz, le chancelier sortant, de ne pas avoir suffisamment œuvré pour la relation franco-allemande. Friedrich Merz, qui est un Rhénan, qui connaît bien la France, lui est très attaché à la relation franco-allemande. Et il vise notamment à travailler à la compétitivité de l'Allemagne qui vient de vivre 2 années consécutives de récession. Et notamment, il a toujours été très allant dans le soutien à l'Ukraine. Il a notamment s'est opposé à Olaf Scholz sur le fait que Friedrich Merz prônait la livraison de missiles Taurus à l'Ukraine. Et donc, tout ça est de bon augure. Je pense que Friedrich Merz sera un allié pour la France et c'est une bonne nouvelle pour l'Europe en général. Et ce résultat de l'AfD, l'extrême droite, 20%, c'est dangereux ou pas ? Alors oui, bien sûr, l'AfD, vous savez, c'est beaucoup plus proche du Front National de Jean-Marie Le Pen des années 70. C'est donc un parti qui représente un danger. Il double son score. Néanmoins, il existe un cordon sanitaire des forces politiques en Allemagne. Ce cordon sanitaire, en allemand, on appelle ça Brandmauer. Ça veut dire le mur anti-feu, le mur par feu. Et donc, Friedrich Merz a toujours été extrêmement clair sur cette question. Donc l'AfD ne peut pas gouverner. Et vous comprenez du coup cette décision de ne pas s'allier avec l'AfD ? Bien sûr, bien sûr. L'AfD est un parti infréquentable et Friedrich Merz prend la bonne décision. La bonne nouvelle
de la fin du dépouillement qui est intervenu cette nuit, c'est qu'il suffira de 2 partenaires, donc avec notamment les sociodémocrates du SPD, pour avoir une majorité absolue des 630 sièges au Bundestag. Ce qui a été une des difficultés du chancelier Scholz, c'est qu'il a dû gouverner à 3 partenaires. Et cette coalition n'a pas pu aboutir jusqu'aux 4 années, ce qui a entraîné cette élection législative anticipée et la dissolution du Parlement. Donc le fait d'être à 2 partenaires, ça va entraîner une plus grande stabilité de la vie politique allemande. Cette poussée de l'AfD, elle pose tout de même des questions. Il y a eu des attentats en Allemagne où des étrangers étaient à chaque fois en cause. Est-ce qu'il y a une forme de mollesse des partis traditionnels qui favorise l'extrême droite ? En tout cas, la CDU de Friedrich Merz a changé de cap par rapport aux années Merkel. Très clairement, il a durci le ton sur les questions migratoires, sur la nécessité de contrôler les frontières, et ce qui d'ailleurs a mis mal à l'aise l'ancienne chancelière Angela Merkel. Mais je crois qu'il est juste que la droite républicaine assume que les frontières ne sont pas totalement ouvertes et qu'il y a besoin d'un certain contrôle. Et c'est aussi un moyen d'éviter la progression des extrêmes droites en Europe. Mais est-ce qu'il pourra appliquer son programme alors qu'il va devoir faire alliance avec le SPD, notamment sur cette question de la lutte contre l'immigration, où effectivement il a eu un discours très dur pendant cette campagne? Alors, il est le vainqueur de l'élection. Le SPD est beaucoup plus faible. Et donc, dans la coalition qui va se constituer, la CDU-CSU sera beaucoup plus forte que le partenaire SPD. Et dans ce contexte-là, effectivement, je pense qu'il obtiendra des résultats, avec notamment l'idée de peut-être comme futur vice-chancelier du SPD, Boris Pistorius, qui est l'actuel ministre de la Défense, qui est populaire, et avec qui Friedrich Merz pourra parfaitement travailler. Donc vous êtes assez optimiste sur le fait qu'une coalition est possible. Pour vous, l'Allemagne ne sera pas bloquée? Oui, je pense qu'une coalition est possible. Le fait d'avoir une majorité absolue des 630 sièges permettra d'avoir une stabilité. Et par ailleurs, Friedrich Merz a pris une position totalement révolutionnaire sur les questions de sécurité et de défense. C'est qu'il a ouvert le débat selon lequel l'Allemagne pourrait se placer sous la protection nucléaire française et britannique, alors que l'Allemagne a confié sa sécurité aux États-Unis à travers l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un changement dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Ouais. Et une transition que n'a pas su opérer Olaf Scholz. Il n'a pas su anticiper le désistement des États-Unis et le revirement des États-Unis. Non, alors, il faut reconnaître à Olaf Scholz son discours de février 2022, juste après la tentative de prise de Kiev lors de l'agression russe, d'un grand discours qui s'appelle le Zeitenwende, c'est-à-dire vraiment le tournant, où il prend la décision juste d'allouer un fonds de 100 milliards d'euros pour la modernisation de l'armée allemande. Néanmoins, il n'a pas su l'accompagner suffisamment et quand il s'est agi de rester un allié indéfectible de l'Ukraine jusqu'au bout, il a fait preuve de certaines hésitations. Est-ce que Friedrich Merz il va relancer le couple franco-allemand qui était un peu moribond sous Olaf Scholz? J'en suis convaincu. Durant les 4 années de chancellerie d'Olaf Scholz, Friedrich Merz n'a cessé de reprocher au chancelier Scholz d'avoir délaissé le couple franco-allemand. Friedrich Merz, lui, y est très attaché. Et d'autant plus compte tenu des déclarations du président Trump qui fragilisent l'engagement très transatlantique de l'Allemagne. Et par conséquent, c'est une nouvelle page qui se tourne. Yann, cette campagne législative, elle a été marquée par des ingérences étrangères. Oui, elles ont été de 2 ordres. Les moins visibles depuis la France, c'était celle de la Russie. Il y a eu de fausses vidéos de bulletins de vote où le nom de l'AfD n'apparaissait pas. Et à chaque fois, ces manipulations étaient favorables aux partis d'extrême droite. Le gouvernement allemand a retracé l'origine de ces vidéos. Elles mènent à une cellule de désinformation liée au Kremlin. Autre intervention beaucoup plus visible, celle des Américains avec Elon Musk en tête. Il a plusieurs fois manifesté son soutien à l'AfD. Selon lui, le meilleur espoir pour l'Allemagne. Écoutez-le lors d'un meeting de l'AfD. Franchement, le gouvernement actuel réprime agressivement la liberté d'expression. C'est OK d'être fier d'être allemand. C'est un principe très important. Toutes ces manœuvres ont été en faveur du parti d'extrême droite, un parti qui veut moins d'Europe. C'est quoi leur objectif de faire exploser l'Europe ?
En tout cas, il faut noter que entre les sondages d'avant et les résultats finaux et toutes ces ingérences étrangères, il n'y a pas eu d'effet Musk sur la campagne de l'AfD. Je crois que les Allemands n'ont tout simplement pas été influencés par cette campagne d'Elon Musk. Je note quand même que le président Trump n'a pas oublié de féliciter Friedrich Merz pour sa victoire. Tout ceci interroge quand même profondément sur le grand parti qui a été notre allié le plus fidèle, notamment sur les enjeux de défense et de sécurité qui sont les États-Unis. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une accélération de l'histoire et qu'il est temps pour les Européens, finalement, d'aller vers davantage d'autonomie stratégique. Est-ce que c'est... Le dernier mot, Yann. Est-ce que c'est pas tout à fait préoccupant tout de même? Est-ce que nos démocraties ne sont pas menacées par ces procédés qui se multiplient? Bien sûr, c'est préoccupant. Néanmoins, comme je vous le disais, on n'a pas vu d'effet de ces ingérences étrangères dans les résultats électoraux. Pour l'instant? Pour l'instant, effectivement. À tout à l'heure, on va parler d'Ukraine. On va parler exactement de la visite d'Emmanuel Macron à Washington. Il a atterri, on va voir ce qu'il va tenter d'obtenir de Donald Trump. Et nous, on va en parler tout de suite, Ronan Le Gleut, parce qu'il y a 3 ans, jour pour jour, débuté cette guerre en Ukraine. Emmanuel Macron est donc, vous le disiez, Yann, aujourd'hui à Washington pour discuter avec Donald Trump, qui lui veut dialoguer avec Vladimir Poutine. Et pour Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, il faut mettre la pression sur Vladimir Poutine. Nous l'avons essayé, la méthode du dialogue. Elle n'a pas fonctionné. Et donc nous pensons que pour faire venir Vladimir Poutine de bonne foi à une table de négociation où il va faire des compromis, il faut lui mettre la pression. Nous allons prendre encore un nouveau train de sanctions qui vont viser des dizaines d'individus, d'entités, de banques, de navires, etc. Avec vous là-dessus ? Mais nous allons le président de la République va lui dire que par le dialogue, il obtiendra très peu de Vladimir Poutine puisque nous en avons fait les frais. Il faut mettre la pression sur Vladimir Poutine, selon vous ? Bien sûr. On voit bien qu'il faut rappeler quand même quelques éléments tout à fait fondamentaux que le président américain semble volontairement oublier. L'agresseur s'appelle la Russie. L'État souverain qui défend ses frontières s'appelle l'Ukraine. Tout ceci qui sont des notions fondamentales de tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies semblent balayés d'un revers de main par le président Trump. Donc il faut revenir quand même aux fondamentaux. L'Ukraine et les Ukrainiens, c'est un peuple valeureux, courageux, qui se bat pour son intégrité territoriale dans les frontières définies par 1991. Et donc l'Ukraine est tout à fait légitime à défendre son territoire. Et donc dans ce contexte, effectivement, il faut que les Européens soient aux côtés de l'Ukraine et que les Européens, surtout, prennent conscience qu'une page se tourne aux États-Unis, qu'il y a une accélération de l'histoire et que les Européens doivent faire davantage sur leur budget de défense, davantage sur leur rapprochement stratégique et peut-être aller jusqu'à ce qu'a effectivement prôné Friedrich Merz, c'est-à-dire aller jusqu'à l'extension du bouclier nucléaire qui soit celui de la France et du Royaume-Uni. Et on va reparler de ces questions de défense dans quelques secondes avec Jefferson Desports de Sud-Est, mais sur les questions un peu plus politiques, Emmanuel Macron est donc à Washington. Aujourd'hui, il va rencontrer Donald Trump. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce déplacement? Est-ce que pour vous, il est en mesure d'infléchir la position de Donald Trump? En tout cas, il faut rappeler quelques éléments fondamentaux. Que les Européens ne vont pas rester sur le bord de l'histoire. Ce qui est en train de se jouer, c'est que les États-Unis, dans un dialogue direct avec la Russie, on l'a vu lors du sommet de Riyad, tentent à la fois de mener des discussions en l'absence du principal intéressé qui s'appelle l'Ukraine, en l'absence du principal contributeur à l'aide à l'Ukraine qui s'appelle l'Europe. Contrairement à ce que dit le président des États-Unis, les Européens ont apporté 20% d'aide supplémentaire à l'Ukraine que les États-Unis. Et donc, quand le président Trump dit que les Européens n'ont rien fait pour l'Ukraine, c'est juste un mensonge éhonté. Donc, il y a des éléments fondamentaux qu'il faut rappeler. Et finalement, c'est une forme d'accélération du rapprochement des Européens sur les enjeux de sécurité et de défense provoquée par les déclarations de Trump. Et évidemment, au cœur des questions, il y a les questions de défense. Et pour en parler, on va retrouver un spécialiste de ces questions, c'est Jefferson Desports. Bonjour Jefferson, merci beaucoup d'être avec nous depuis Bordeaux. Jefferson, vous êtes journaliste à Sud-Ouest, spécialiste de ces questions de défense et vous avez des questions là-dessus pour Ronan Le Gleut. Oui, bonjour Ronan Le Gleut. Je vais rester sur la menace russe que vous veniez d'évoquer. Les services secrets danois estiment que la Russie, d'ici à 5 ans, pourrait mener une guerre à grande échelle en Europe. Le secrétaire général de l'OTAN, lui, dit que le danger ne cesse de se rapprocher. Comment l'OTAN pourrait survivre à un potentiel désengagement américain, Ronan Le Gleut ?
Alors, il est tout à fait juste de dire que la Russie est une menace grandissante. Et en réalité, les ferments de la situation d'aujourd'hui, on peut les retrouver dès 2008. Rappelons quand même que 20% du territoire de la Géorgie est toujours sous contrôle de l'armée russe, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. J'ai eu l'occasion en Géorgie d'aller voir à la frontière de l'Ossétie du Sud. Puis l'extension du territoire russe s'est faite en 2014 à travers la Crimée. Et depuis 2014, le conflit est permanent dans les oblasts de Louhansk et de Donetsk. Permanent depuis 2014. 2022, c'est une accélération avec la tentative qui a échoué de prise de Kiev. Rappelons quand même que les soldats russes qui ont tenté la prise de Kiev avaient tout simplement les habits de parade pour parader dans les rues de Kiev. Donc, dans ce contexte, la Russie est une menace grandissante qui est passée à une économie de guerre et qui ne s'arrêtera pas. Dans le même temps, les États-Unis, dès Barack Obama, ont rappelé leur priorité stratégique qui est celle du pivot asiatique, c'est-à-dire leur compétition avec la Chine, pardon. Trump 1 a été un accélérateur, et là, on a vraiment une accélération de l'histoire avec Trump 2, le second mandat Trump. Et dans ce contexte, les Européens qui ont confié leur sécurité finalement aux États-Unis à travers l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, doivent maintenant repenser leur sécurité collective. Et la déclaration, je le rappelle, de Friedrich Merz d'envisager de se placer sous le parapluie de protection français et britannique, c'est une révolution géostratégique. Il faut vraiment prendre conscience de l'ampleur de cette déclaration. Jefferson. Justement, Ronan Le Gleut, je reste sur cette question du parapluie nucléaire français. Est-ce que c'est vraiment réaliste, cette extension de la protection nucléaire française, sachant que là, on touche à ce qu'il y a de plus stratégique pour un État et à la particularité toute française? Alors, ce n'est pas simplement la question du point de vue de la France. Jamais il n'y avait eu de demande aussi formelle de la part d'un partenaire européen. Donc ça change la donne. Ça exige effectivement de revoir notre doctrine afin de répondre si la demande est véritablement formulée. Dans tous les cas, pour faire face à ce nouveau défi, il va falloir faire un effort en matière de défense encore beaucoup plus conséquent. La loi de programmation militaire fait monter en puissance les budgets de défense, et c'est une bonne chose, mais on n'est pas au rythme. Il va falloir assez rapidement atteindre 3,5% de PIB et sans doute aller au-delà, parce que... C'est-à-dire 5%? Alors, certainement, alors, ça ne se fait pas rapidement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une étape intermédiaire qu'il va falloir atteindre, qui est le 3,5% de PIB en matière de défense, et ensuite il faudra certainement pousser jusqu'à 5%, parce que la garantie de sécurité, qui était celle des États-Unis présentes militairement en Europe, elle est affaiblie par les déclarations de Donald Trump, même s'il ne dit pas qu'il quitte l'OTAN. Ces déclarations affaiblissent la garantie de sécurité. Et donc les Européens ne peuvent plus compter aveuglément sur la sécurité américaine. Nous l'écrivions déjà en 2019, noir sur blanc, à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, en disant nous ne pourrons pas compter éternellement sur les États-Unis pour nous défendre. Est-ce qu'ils sont encore un allié, les États-Unis? Sébastien Lecornu, il dit oui, c'est un allié, mais c'est un allié imprévisible. Alors oui, c'est un allié, mais c'est un allié dont la voix et la sécurité est affaiblie. C'est-à-dire que la garantie de sécurité, elle est toujours présente dans les textes. Dès lors que les États-Unis sont membres de l'OTAN, ils sont donc sous le couvert de l'article 5. Mais cet article 5, il n'y a pas d'automaticité. C'est-à-dire que quand un pays de l'OTAN, et ça a été déclenché une fois après les attentats du 11 septembre, ce sont les États-Unis qui ont fait appel à l'article 5 pour la seule et unique fois dans l'histoire de l'OTAN. Eh bien, c'est un appel à la solidarité des pays de l'OTAN. Et les pays de l'OTAN, ensuite, ont appelé Washington pour proposer leur aide en matière de sécurité et de défense. Il n'y a pas d'automaticité. Par conséquent, cela repose beaucoup sur la confiance. Et cette confiance, elle est indubitablement affaiblie. Merci Jefferson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de Sud-Ouest, tout autre sujet, hein, c'est le procès Le Squarnec à la une de votre journal, le procès de l'horreur. Merci beaucoup Jefferson Desports d'avoir été avec nous et merci Ronan Le Gleut, merci. Merci beaucoup.